bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Scénariser l'actualité, la relater en épisode mais sans fiction, c'est le pari d'Alice Géraud, journaliste cofondatrice du site Les Jours. Les Jours, le site qui raconte l'actualité en série. Médium Média. Comment le support influence le contenu? Nous en parlerons avec Antoine Albertini, journaliste. Enfin, Millennium, ce qui ne me tue pas, le 4e volet de la saga adaptée au cinéma, le pitch avec Marie-Jo Harry-Guilandine. Bonsoir Alice, bienvenue sur le plateau du rendez-vous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Alors le rendez-vous, ça commence par un tête-à-tête, ensuite il y aura une rencontre. Ce sera une surprise. En attendant, on va commencer par les présentations. Alice Géraud, vous êtes co-directrice de la rédaction et cofondatrice du site Les Jours. Alors je cite, vous y parlez plus fort que les autres pendant les conférences de rédaction, mais pas que. Vous êtes journaliste et vous menez des enquêtes, en l'occurrence le plan D. De quoi s'agit-il? Le plan D, c'est une enquête sur un plan social. En l'occurrence, c'est sur le plus gros plan social aujourd'hui en France. C'est 5000 emplois en quelques mois. Et c'est un plan social dont personne ne parle. C'est le plan social chez SFR, le groupe Altis de Patrick Drahi. On n'en parle pas parce que c'est un plan de départ volontaire. Les nouveaux noms, l'euphémisation du vocabulaire dans le monde du travail. Et c'est le genre d'enquête, effectivement, qu'on peut faire au jour, c'est-à-dire qu'on va parler des choses dont les autres ne parlent pas forcément et en parler autrement, surtout sur le long, voire même sur le très long, puisque moi, ça fait quasiment 1 an que je suis sur cette enquête. L'idée étant de raconter les effets dans le temps de l'information. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Voilà. Alors, vous l'avez dit, c'est une enquête qui est à découvrir sur le site Les Jours. Les Jours, qu'est-ce que c'est exactement ce site et pourquoi ce titre ? Alors, ce site, c'est un site qui a été fondé il y a 2 ans et demi par une petite troupe dont je fais partie, d'anciens journalistes de Libération. On est des journalistes qui venons du quotidien, donc en l'occurrence de Libération, et on était extrêmement frustrés par la façon dont on racontait l'actualité aujourd'hui. L'impression de zapper d'une info qui en chasse une autre, et on a essayé d'imaginer un média où on pourrait garder la main sur cette actualité. Pas faire un média froid, on n'est pas dans ce qu'on appelle le slow journalisme, même si on prend du temps pour produire nos enquêtes. L'idée, c'était de trouver des solutions qui nous amusent tant qu'à faire pour raconter l'actualité et justement essayer de la creuser, voilà, et de rester, même quand il y a un reflux, quand la vague s'en va, d'être toujours là. Et on a inventé l'information en série, en tout cas, réinventé plutôt un concept d'information en série avec des personnages, des épisodes. Voilà ce que sont les jours. Et pourquoi ça s'appelle les jours? Parce que ça raconte l'essence de notre métier, c'est-à-dire que c'est de raconter le temps présent. Et donc l'actualité. Et donc l'actualité du quotidien. La troupe, vous dites on pour les jours, c'est qui Oui, je pourrais dire nous aussi, ce serait plus joli. L'équipe des jours. L'équipe des jours, aujourd'hui on est 15 salariés. Ah oui, quand même. À la base, on était une petite équipe de 9, dont 8 venaient de Libé. Le 9e était le directeur financier qui venait pas de Libé, c'était pas plus mal. Et voilà, on était un groupe de journalistes, je pense, qui partageons des frustrations que partagent beaucoup de journalistes, qui est ce que je disais, c'était une espèce de frustration de se dire, une double frustration en fait. Une frustration de journaliste qui était de se dire, on ne creuse pas les sujets, on a envie d'être obsessionnel, on a envie d'y rester, quand on est en reportage quelque part. Voilà, le moment où on écrit, où on sait que c'est terminé, c'est souvent très compliqué à gérer. Et nous, on avait envie d'étirer ce temps parce que on s'était dit que ça aurait été aussi en creusant qu'on trouve. Ce qui est voilà, c'est une petite règle d'archéologie assez basique qui fonctionne aussi en journalisme. Et puis, j'ai oublié le début de votre question sur pourquoi. C'était l'équipe. L'équipe, voilà. Et donc. Et surtout, vous avez dit un mot. Vous avez parlé d'obsession. Alors là, les obsessions, elles sont présentes sur le site des jours. C'est quoi une obsession journalistique? Une obsession, c'est l'autre nom qu'on donne à nos séries. Série étant un mot plus qu'on comprend mieux dans le vocabulaire. L'obsession, ça dit l'idée qu'on a, le journalisme qu'on défend, qui est un journalisme obsessionnel, c'est-à-dire, on peut appeler ça, je sais pas, parfois un journalisme de pitbull, c'est-à-dire qu'on prend un sujet, et on ne va pas le lâcher, et je pense que on est tous obsédés par nos enquêtes, et généralement c'est bon signe. Voilà, donc c'est un journalisme obsessionnel. Donc c'est ça les obsessions d'un journaliste. Voilà. Par contre, on va développer, on va prendre le temps. C'est un format qui est très particulier, qui va se démarquer vraiment de ce qui constitue le paysage médiatique. Vous prenez vraiment le temps d'écrire en série, mais il n'y a pas de fiction. Ah non, il n'y a pas de fiction. Non, on est resté, journaliste. Mais il se trouve qu'on avait le sentiment
D'être un peu dans un carcan d'écriture, pas seulement de format, mais aussi la façon de raconter le monde nous convenait pas, et on a essayé d'en inventer une autre qui nous convenait et qui nous semblait plus logique. Je prends un exemple, dans la plupart des journaux, les journaux sont organisés en services, les pages des journaux aussi, donc il y a France, société, politique, économie, internationale. Et nous, il nous semblait que c'était pas la façon... on ne pensait pas le monde de cette façon-là. On ne rangeait pas notre lecture du monde de cette façon-là. Et il n'y avait pas tellement de raisons qu'on écrive, qu'on raconte le monde et l'actualité de cette façon-là. Et donc, nous, la logique, c'était de travailler par sujet. Et sur un sujet, il est à la fois politique, parfois, souvent économique. Il touche à l'intime, il touche au politique, au public, voilà. Et donc il peut être français et pas seulement, il peut être local et international. Et donc l'idée c'était de partir d'une unité de temps et d'espace qui nous correspondait mieux et qui nous semblait plus pertinente. On séquence mais on décloisonne. C'est plus rangé dans des cases. Non, mais c'est quand même une forme de... C'est quand même une forme... On sort des cases traditionnelles, de ce qu'on est habitué à voir. Voilà, on les bouscule. En fait, l'idée de bousculer des écritures était pour nous assez importante parce qu'elle permet, généralement, quand on bouscule les choses, ça permet d'en voir d'autres. Et voilà. Et puis, il y avait autre chose, c'était qu'on se sentait cannibalisé par la communication dans notre métier. En tout cas, dans le quotidien, avoir l'impression de tous faire dans des journaux pourtant extrêmement différents, les mêmes sujets, presque de la même façon, au même moment, scandés de la même façon, et on s'est dit comment on sort de cette espèce de storytelling imposé par standardisé. Non, imposé par des agendas communicationnels. Aujourd'hui, c'est la séquence Blanquer, demain, c'est la séquence je ne sais quoi. Eh bien, construire son propre storytelling, ça permet de garder la main et ça permet de résister à ces vents qui ne sont pas toujours pertinents et qui empêchent parfois un peu aussi de penser, à mon sens. Et de faire son métier de journaliste. Alors, voilà. Une fois les enquêtes terminées, il y en a certaines qui sont éditées, dont Les Revenants, en 2017, qui a été récompensée par le prix Albert Londres. Wow. Oui, grosse fierté. Alors, de quoi ça parlait, cette série ? Les Revenants, c'est une série qui a été écrite par un journaliste qui s'appelle David Thompson, qui travaille depuis des années, qui travaillait, parce qu'il a changé de sujet aujourd'hui, mais qui a travaillé pendant des années depuis que le sujet est pertinent sur les djihadistes. Il avait fait un premier livre sur les djihadistes français qui partaient. Et quand on a commencé à monter les jours, on en a parlé avec lui et il a une façon de travailler assez particulière. Ce qu'on aime bien, il était tout le temps en contact avec des djihadistes, ceux qui étaient partis. Il était en contact quand ils étaient en Syrie ou en Irak. Et là, il nous disait, ils reviennent. Je précise qu'on a commencé à travailler sur ce sujet avant d'ouvrir, c'est-à-dire avant les attentats de l'automne 2015. Et David nous disait, ils reviennent et ça ne va pas être simple. Et on s'est dit, bah voilà, c'est cette histoire-là spécifique qu'on va écrire. On va écrire des histoires parce que ça nous semble ça nous semble raconter quelque chose d'assez prospectif. Et sa façon de travailler nous a plu parce que Les Revenants, ce sont des récits extrêmement bruts, en fait. Beaucoup de conversations téléphoniques, d'entretiens qu'il a pu faire. Et c'est intéressant, à mon sens, hein, c'est un travail qui fera date. C'est une anthropologie du djihadisme français qui est aujourd'hui d'ailleurs qui a eu le prix Albert Londres, mais qui est aujourd'hui traduite et beaucoup lue à l'étranger. Voilà. Et donc ça, on est très fiers d'avoir produit ce travail-là qui se démarque sensiblement de ce qui est fait habituellement sur le djihadisme. Alors le journalisme indépendant, forcément, ça a un prix. Vous avez besoin d'atteindre 15 000 abonnés. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a autour de 10 000 abonnés, ce qui paraît peu et qui est énorme en fait si on regarde les chiffres de quotidien, d'abonnements quotidiens. Et donc on est une équipe de 15 personnes. Le journaliste, ça a un prix, ça a un coût surtout de production, surtout quand on produit. Alors nous, on produit des enquêtes, on produit écrites, on produit aussi beaucoup de photojournalisme, ce qui devient rare sur Internet, ce qui n'existe quasiment pas. Et on fait aussi beaucoup de travail avec des illustrateurs. Donc on produit un journalisme qui coûte cher et donc sans publicité. Et la deadline, c'est pour s'abonner jusqu'à... La deadline de notre campagne d'abonnement, elle est au 31 octobre. Ouais. Donc il faut vraiment... Ah oui, il faut, voilà. Non, mais en gros, la survie du journal est sur cet équilibre-là. Mais pour nous, ça nous paraît le modèle économique le plus simple et le plus sain, qui est celui de vivre
par et pour ses lecteurs, assez basiquement. On l'a bien compris, Les Jours, c'est du journalisme indépendant, c'est aussi de l'innovation, c'est des nouvelles façons de raconter l'info. Est-ce que le médium conditionne le média, à savoir le support influence-t-il forcément le contenu? Je vous propose d'en parler avec un autre journaliste qui nous attend à l'autre bout du plateau. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi, hop. Bonjour. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Restez assis. Vous nous attendiez? Oui, j'allais pas me lever, de toute façon, je vous rassure. Alors, question d'usage, est-ce que vous vous connaissez? Non. Non. Non, de nom. Et je suis abonné au Jour, par ailleurs. Eh bien oui, parce que pour la petite anecdote, c'est un tweet d'Antoine qui m'a fait connaître Les Jours. Il encourageait à vous soutenir. Alors sachez-le, on va faire les présentations. Antoine Alberti, c'est ça. Merci. Il est journaliste Corse Matin, il est correspondant du Monde. Il est également auteur du livre Les Invisibles, une enquête en Corse. C'est l'histoire d'un homme au destin tragique qui a été abattu... On va encore parler de ça. Un peu, d'une balle dans le dos, un immigré clandestin. Dans la tête. Vous aviez convaincu, c'est encore pire, de témoigner sur le trafic d'êtres humains dans les exploitations agricoles, un témoignage qu'il aurait donc payé de sa vie. Pour ce sujet-là, un article, ça n'aurait pas suffi? Non, mais une série d'articles, ça aurait pu suffire. Oui, le médium, le média conditionne le médium et inversement, ça s'interpénètre. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, on n'écrit pas un papier de 10 000 signes comme on écrit un bouquin, mais ça aurait pu tout à fait donner lieu à une série de papiers, sauf que forcément un bouquin, on prend plus le temps, on décrypte plus, on écrit plus à long terme, et voilà, il faut juste adapter son calibrage, adapter son écriture au calibrage qui est demandé. Mais ça pouvait faire l'objet d'une série de papiers aussi. Alors, un documentaire, un livre, ce sont des formats qui sont longs. Est-ce que le lecteur, aujourd'hui, c'est un consommateur pressé? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces attentes? Il est évident, par exemple, quand on monte un média, on est clairement pas seulement sur le marché concurrentiel de la presse, qui est un marché qui se rétrécit et qui devient élastique en même temps, mais on est sur le marché du temps, très clairement. En même temps, on s'aperçoit que les lecteurs, nous, prennent beaucoup de temps pour nous lire. Par exemple, nous, les épisodes de nos séries peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Donc on peut picorer chaque jour les productions du jour dans différentes séries, qui donnent une lecture, j'allais dire, transversale de l'actualité. Mais nous, on a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une série, même si elle a un peu, si les premiers épisodes datent un peu, ils vont les lire, ce qui équivaut lire une série entière, quasiment autant de lecture d'un livre. Comme vous le disiez d'ailleurs, certaines deviennent des livres. Je pense que les gens peuvent prendre le temps. À mon sens, aujourd'hui, le vrai souci, c'est de proposer des choix. Nous, on a fait le choix, par exemple, de ne pas être exhaustif, en se disant que ça n'avait aucun sens et puis que c'était une course vertigineuse, sans fin, sans fond, sans sens. Donc le fait de proposer des choix, d'avoir des propositions éditoriales, les lecteurs adhèrent pas, dans cet univers où on est assommé d'infos dans tous les sens, c'est déjà ça le rôle d'un média aujourd'hui, à mon sens. Alors, est-ce que c'est sur le format numérique que les news sont le plus consommées, d'après vous? Alors moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui va acheter du print, c'est-à-dire un journal papier, c'est pratiquement un acte militant aujourd'hui, et il veut avoir du contenu. Et j'observe pour la modeste part que je suis capable d'observer qu'en fait, on a un retour au long format. Moi, j'ai vu les choses évoluer au Monde. Quand j'ai commencé au Monde il y a 16 ou 17 ans, un long papier, c'était 4500 signes. Maintenant, j'écris des papiers on me demande fréquemment de papiers de 7, 8, 9000 signes, même plus. Et donc, la personne qui va acheter le canard, le journal, son kiosque, elle en veut pour son argent aujourd'hui. C'est pratiquement un acte militant parce que sinon, elle va sur Internet et puis corps à droite à gauche, on n'en parle plus. Et le retour au long format, que ça soit sur Internet ou sur du print, je pense que c'est ce que, à mon sens, certaines catégories de lecteurs qui est intéressé veut, et je pense que c'est à la fois un retour en arrière par rapport à ce qu'était le journalisme à ses débuts pratiquement, et aussi un grand bond en avant parce que ça permet de prendre le temps de s'immerger dans un sujet, c'est faisable, et on apprend des tas de trucs. Moi je me souviens cet été, j'ai lu avec avidité l'excellente série de papier de Raphaël Baquet dans Le Monde sur la vie de Karl Lagerfeld. Comment vous expliquer Karl Lagerfeld, moi au départ, vous avez qu'à voir, c'est pas trop mon cœur de cible, mais je me suis régalé à lire ça, c'était des pleines pages, c'était des doubles pages, et c'est passionnant, et dans les jours, c'est exactement ce qui se passe. Il y a un sujet vous dites que vous visez pas l'exhaustivité, moi je pense que c'est quand même relativement complet, et non seulement on suit la trame du truc, mais en plus c'est ultra complet. Donc je pense que c'est
ce journalisme-là de décryptage, qui est un peu du non-fiction writing, etc., c'est ce vers quoi il faut tendre. Parce que l'immédiateté de l'actualité, c'est sur Internet et à la téloche, et on sait ce que... Enfin, voilà, ça correspond à une chose. Et puis, en termes d'écrit, que ça soit sur Internet ou sur du print, on peut aller beaucoup plus loin. Et par les temps qui courent, je pense que c'est très très important d'aller plus loin, de prendre le temps d'aller plus loin. Le support numérique, justement, c'est un peu le format de l'instantané, c'est où on veut, comme on veut. Ça ne signifie pas que ça doit être bref, hein, je parle bien d'un fois, Antoine. Mais c'est vraiment pour ça que vous avez fait ce choix-là sur les jours. Alors, de toute façon, nous, on voulait faire du quotidien. Donc, économiquement, faire du quotidien en print, on serait mort avant d'être né. C'est impossible. Donc, en plus, il y a un problème d'accès. Enfin, c'est pas le débat, mais c'est compliqué. Il y a plus de kiosques. Voilà, c'est compliqué dans beaucoup d'endroits en France d'acheter le journal. Donc, c'est cher. Bref. Et non, Internet, ce qui nous intéressait, c'est qu'il nous a semblé qu'au moment du gros passage à la numérisation de l'information, il y a eu, pour une raison qui m'échappe complètement, une espèce de dictature de l'appauvrissement de l'écriture. Il a fallu faire court. Enfin, on a considéré à un moment que l'internaute était un peu limité par rapport au lecteur, comme si c'était deux catégories de personnes différentes, comme si les gens ne lisaient pas et sur du papier et sur Internet. Enfin, voilà. Faux. On a dessiné un paysage du lecteur internaute qui était un peu limité. Donc, il fallait lui faire court, écrire tout le temps de la même façon, écrire tout le temps pareil et le plus simple possible. Ça n'a aucun sens. Donc, et là, on s'aperçoit. C'est pourquoi on a fait ça, parce qu'il fallait faire c'était des logiques économiques de flux pour vendre de la pub. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la pub sur Internet, ça marche pas des masses. Donc, voilà, on a tout ça pour rien, quoi. Mais nous, en tout cas, quand on a fait les jours, quand on a fabriqué, conçu les jours, l'idée, c'était de se dire, non, c'est génial, on a une page blanche. Elle est compliquée parfois à manier, parce que techniquement, ça peut être compliqué d'inventer des formats, mais c'est absolument génial. En plus, on n'a pas de pub, on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer plein de choses. Et c'est justement, à mon avis, Internet, l'inverse de l'immédiateté. Parce que c'est un univers où on surarchive l'information. Et c'est génial, en fait. C'est absolument génial. Ça permet justement d'avoir des lectures très longues, de maîtriser le temps, de maîtriser l'espace. Enfin, c'est beaucoup plus simple, finalement, que du papier. Donc, il y a plein de choses à inventer. Et on peut inventer, justement, des nouveaux formats. C'est ce que vous avez fait. Au-delà des textes longs, vous proposez même des formats inédits. Une nouvelle façon de raconter l'info. Je pense au magouille au tronc. Très belle machine que nous avons inventée. Le magouille-tron, qu'est-ce que c'est? On avait une série qui s'appelait La poursuite de l'argent sale de Camille Polony qui passait un an à observer la vie du pôle financier et des affaires dans lesquelles on se perd parfois. Et surtout, on ne sait pas où on en est. Et donc, nous avons inventé avec nos petits doigts une incroyable machine qui s'appelle donc le magouille-tron, où on sait exactement où on est, quelle affaire, qui y a dedans, les petits personnages, combien ils doivent, combien ils ont piqué, voilà, avec des... Voilà, alors c'est une machine qui est peuplée essentiellement d'hommes, de Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, voilà. Et c'est très pratique. Voilà, c'est une façon de se retrouver, voilà, dans le. Tout à l'heure, je parlais du espèce de mitraillage d'infos dans tous les sens. C'est une forme de rangement, c'est-à-dire de hiérarchisation, qui est un mot quand même important dans notre métier. Vous connaissiez le magouille au tronc? Oui, moi je vous dis que je suis abonné au jour. Vous écoutez ce qu'on vous dit, oui. Oui, forcément. Alors justement, pour vous, Antoine, le journalisme en série, c'est une innovation ou c'est un retour aux fondamentaux? Tel que c'est pratiqué par les jours, c'est assez novateur, mais sur le long format, moi je me passionne pour l'histoire du journalisme et je pense que le long format en lui-même est quelque chose d'assez ancien. D'ailleurs, dans les années 60, il y a eu tout un débat, on ne va pas rentrer dans les trucs de spécialistes, geeks à la noix, obsédés à la noix, mais le nouveau journalisme, le gonzo writing, Hunter Thompson, etc. En fait, les grands ancêtres de ce journalisme-là, ils sont la plupart du temps anglo-saxons, voire essentiellement américains. Et c'est Nellie Bly à la fin du 19e, début du 20e. C'est John Hersey, qui est un de mes journalistes favoris, qui étaient des gens qui écrivaient... John Hersey est connu parce que c'est un type qui est allé retourner 2 ans après le bombardement d'Hiroshima, voir comment étaient les gens. 2 ans plus tard, ça radiait encore pas mal. Et il a écrit un texte, et il était tellement hallucinant que c'est la seule fois où le New Yorker, le grand New Yorker, a consacré l'intégralité de sa pagination à ce texte qui est devenu un bouquin. Donc le journalisme de long format, c'est un truc qui est ancien, c'est même pratiquement la source du journalisme. Ensuite, comment de ce long format brut, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas non plus lire des papiers
800 000 signes. Comment on réinvente et comment on le transforme avec les outils du numérique, etc. Et ça, je pense très sincèrement, et sans flagornerie, que c'est ce que fait extrêmement bien les journaux. Non, mais c'est vrai. Alors pour le coup, dans les choses qu'on a un peu effectivement, mais en France il y a aussi Albert Londres. Moi, Albert Londres m'intéresse beaucoup parce que on a un côté que nous on essaie de faire qui est la série en temps réel en fait. En réalité, où on a le journaliste qui s'enfonce petit à petit dans son enquête et la vérité qu'il aura au début de son enquête, à l'instant T, sera pas la même qu'à l'instant au moment T+1, T+2. Et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, cette espèce d'évolution de la matière. Voilà, c'est pour ça que ça... Après, nous, on s'est carrément en fait inspiré de codes de la fiction très clairement, parce que c'était des codes codes culturels qui étaient les nôtres. Pourtant, tout est vrai, hein, attention. Oui, non, on est resté journaliste. Mais on a même, quand on travaillait sur les jours, on a même travaillé avec un scénariste, avec Frédéric Crivine, le scénariste d'un village français. Il nous a fait une petite masterclass sur des techniques voilà. C'est pour ça que moi, le mot mise en scène me dérange pas du tout. En fait, tant qu'on reste dans ce qui est de vérifier l'info, de la creuser, de respecter les règles de déontologie. Après, je me dis... On peut tout chambouler et il en restera toujours des choses intéressantes. Mais pour les codes de la fiction nous intéressaient, et notamment de la série, pas seulement pour maîtriser les épisodes, les personnages, etc. Ils nous intéressaient parce que, je vais prendre un exemple, qui était une série qu'on adorait tous, qui était The Wire de David Thompson, qui est né d'une enquête journalistique, et c'est un journaliste à la base qui, à mon avis, n'est pas un hasard. Mais on s'est aperçu, donc, en gros, c'est le trafic de drogue à Baltimore. Je résume très grossièrement. On s'est aperçu à quel point les codes de la fiction, c'est-à-dire de mêler des histoires intimes, des dimensions intimes et des dimensions publiques et politiques, en l'occurrence c'est aussi syndical, l'éducation, etc., était un formidable outil pour raconter une mécanique sociétale en fait. Et donc c'est en ça que ça nous intéressait les codes de la fiction. Mais ça aurait pu être autre chose. Voilà. Alice Antoine, pour terminer, je vous propose une dernière rencontre, parler du nouveau volet de la saga Millennium qui est adapté au cinéma. Et pour ce faire, pour le pitch, c'est Marie-Jo Harry-Guilandine qui arrive sur le plateau. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Un petit peu de cinéma pour finir ? Un petit peu de cinéma, peu de oui, fiction, avec Millennium, je vais être un peu rapide. Le nouvel opus de Millennium, Ce qui ne me tue pas. Le film sort le 14 novembre. Millennium, on le sait, c'est une série de livres, c'est des séries télévisées, c'est des séries de films, les films suédois, maintenant les films américains. Donc voilà, c'était déjà assez intéressant par rapport au thème et surtout par rapport au personnage, puisque l'un c'est Lisbeth Salander, un personnage énigmatique, une géniale hackeuse et surtout une super enquêtrice, et puis l'autre c'est Michael Blomqvist, un brillant journaliste de la revue Millennium, d'où le nom effectivement Millennium, qui justement va au bout de ses enquêtes et il perd un procès en diffamation, mais c'est parce qu'il est mis un petit peu à l'écart qu'il est aussi embauché par un autre milliardaire pour mener une véritable enquête d'enquêteur. On a peut-être le temps de regarder un petit morceau de la bande-annonce. Allez, c'est parti. C'est là. On me dit qu'il n'y a que vous pour ce travail. Je vous demande l'impossible. Je cherche quoi exactement? La somme de tous mes péchés. Lisbeth, Ils m'ont piégé. tu les connais? Non, mais ça va pas tarder. Tu es bien Lisbeth Salander, la justicière, la fille au tatouage de dragon, la fille qui agresse les hommes, qui agresse les femmes. Prenez votre enfant et partez, il ne vous fera plus de mal. Voilà, bon là, on a dépassé un peu Alors joyeux. l'enquête de base du journaliste. Bon, Lisbeth Salander est en train vraiment de prendre aussi la première place dans la saga. Alors, vous le savez, vous aviez sûrement vu le film de David Fincher avec Daniel Craig. Vous avez vu, tout le monde, plus personne n'est là. Ah, moi je l'ai pas vu. Mais c'est pas très, c'est pas très grave, puisque de toute façon, c'est une série qui change de tout le temps, puisqu'en fait, elle a commencé l'aventure Millennium 1 an après le décès de son auteur. Vous savez, ça, effectivement, Stieg Larsson est mort en 2004 et le premier livre, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, est sorti en 2005. Il a eu un succès immédiat.
Du coup, heureusement, cet homme qui est mort à 50 ans quand même avait 2 autres opus dans ses tiroirs. Donc dans la foulée, on a sorti La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, puis La reine dans le palais des courants d'air. Et ça a été un tel succès que maintenant, évidemment, il y a une nouvelle plume. Donc voilà. Nouveau Vous avez aussi dit, il est mort à réalisateur. 50 ans. Heureusement, bonne nouvelle, il avait laissé des trucs en note, c'est assez Oui, sympa. tant pis pour Bonne lui. nouvelle. Mais par contre, succès totalement posthume. Merci infiniment à tous d'être venus au rendez-vous. Merci infiniment. Alice, on rappelle le site Les Jours qui raconte l'actualité en série. Ils ont besoin de votre soutien. C'est jusqu'au 31 octobre. Ouais. Il en faut 5000. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et évidemment, je vous remercie de nous avoir suivis. À très vite. Ciao.